Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière de la semaine. On est le mercredi 10 janvier 24 et on est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et comme vous le savez, vous pouvez participer à cette émission, vous pouvez nous appeler, témoigner, poser des questions sur le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de véritables partenaires de vie, les animaux de compagnie. Avoir un animal de compagnie, c'est bon pour le cœur, mais c'est bon pour le moral aussi. Alors n'hésitez pas, si vous avez un animal de compagnie qui vous fait du bien, n'hésitez pas à nous appeler et à nous en parler, témoigner. Ou si vous voulez en adopter un, n'hésitez pas aussi à nous appeler et nous poser des questions. Côté rubrique aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 rubriques aujourd'hui. Oui, nous sommes gâtés. Alors une nouvelle rubrique qui fait son arrivée dans Ma famille, ma vie, un nouveau membre dans la famille de l'émission, voilà. Donc Rêvanescence, des rêves à la naissance, des rêves à la concrétisation. C'est la rubrique de Jamila Benbouabdallah. Elle est coach de vie, hypnothérapeute et aujourd'hui elle va nous parler de l'hypnothérapie. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la différence entre l'hypnothérapie, la thérapie, et l'hypnose de spectacle? Côté rubrique aussi, nous avons Samira Hadjamar. Aujourd'hui on est mercredi et Samira nous parle dans Pêle-Mêle de la célébration de Yennayer. Et comme vous le savez, c'est aussi, en fin d'émission, c'est aussi la rubrique de Wahida Salim Shrif et elle nous parle bien sûr de la Palestine. Ça sera en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Ça commence bien sûr juste après le générique. Alors, chien, chat, ça commence bien. Alors, chat, chien, oiseau, hamster, poisson rouge, chacun son animal préféré et ils font partie intégrante du quotidien de nombreuses familles. Ils apportent réconfort et bien-être et on en parle aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie. Donc, si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez nous appeler, nous parler de vos animaux de compagnie, si vous voulez adopter un animal de compagnie, que votre enfant vous demande un animal de compagnie, vous ne savez pas réellement quoi faire, quoi ramener, un chat, un chien, un poisson, un hamster, n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions, à nous appeler déjà au numéro 021 23 98 91 021 23 98 91 pour nous poser des questions. On est là bien sûr pour y répondre et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Sarah Saidi. Vous êtes vétérinaire, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité parmi vous. Avec nous aussi Samira Hadjamar pour sa rubrique Yennayer Pêle-Mêle pour parler de Yennayer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour à tous, merci beaucoup. Et bien sûr, une nouvelle rubrique fait son entrée aujourd'hui, fait son baptême du feu dans l'émission Ma famille, ma vie. C'est Rêvanescence et c'est la rubrique de Jamila Benbouabdallah. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi, marhaba bik dans la famille. C'est gentil. Je me sens déjà faire partie de la famille. Alors avec toi, tu vas bien sûr participer au débat. On va parler des animaux de compagnie et dans ta rubrique, tu vas nous parler de l'hypnothérapie. C'est ça. Voilà. Dans Rêvanescence, tu vas nous expliquer pourquoi Rêvanescence pour ta rubrique. Exactement. Et il y aura une mise en pratique d'hypnose. De l'hypnose sur le plateau. Ouais. Peut-être un jour on fera une mise en pratique sur le plateau. Un jour, pas aujourd'hui. J'ai pas préparé ça, mais voilà. On devrait essayer pour voir comment ça va. Je suis prête à faire le cobaye. Ah, très bien. La prochaine fois, on le fera. Je me dévoue. Alors aujourd'hui, on parle des animaux de compagnie. Il faut savoir que les animaux. Ça commence bien aujourd'hui. C'est la transition 2003-24. 2003-2024, voilà, on est encore. Bien, on appelle ça une confusion en hypnose. Voilà. Alors, l'animal n'est plus vraiment de compagnie aujourd'hui. Il est érigé en membre de la famille. On le considère plus comme un membre de la famille que comme un animal de compagnie. Vous le remarquez aussi dans votre cabinet? Oui, il prend une place très importante au sein de la famille. Voilà, il a sa place, comme on dit. Voilà, carrément. Et c'est normal de considérer un animal de compagnie comme membre de la famille, non plus comme un animal, il est là, je lui donne à manger, puis voilà. Oui, parce qu'on développe un lien affectif avec l'animal. Et il fait partie de la famille parce qu'il apporte des choses à la famille. Il a sa place dans la famille. Donc, il aide justement beaucoup plus aussi les enfants et bien sûr les adultes aussi.
les enfants, ils développent un lien affectif avec l'animal. Il apprend à s'occuper de son animal. Ça l'aide à devenir plus indépendant, plus responsable. Oui. Et ça lui aussi, donne... hein. Pardon? Sociable. Sociable, oui, Beaucoup. sociable, exactement. C'est aussi son petit confident. Oui, bien sûr, parce que pourquoi l'animal ne juge pas. Voilà. Voilà, il ne juge pas. Et aussi, le fait de s'occuper de lui, ça lui donne confiance en lui-même. Voilà. Exactement. Mais avoir un animal de compagnie, c'est aussi une prise en charge. Il faut en prendre soin. C'est pas ramener un animal et puis le laisser à la maison, lui donner à manger et puis c'est tout. Il y a des soins qui doivent être Prodigués, un budget exactement, aussi. un budget aussi. Voilà, pour l'animal et aussi pour l'humain. Oui. Voilà, il y a aussi la prévention. N'oublions pas qu'il y a certaines maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Surtout si ce dernier vit avec, dans un appartement, dans une ville, il côtoie officiellement des êtres humains, une famille. Il faut que ce dernier, par exemple, il soit obligatoirement vacciné contre la rage. Oui. Sinon, il peut servir de vecteur. Voilà, il peut transmettre la rage. Déjà, pour lui, il va déjà à cause de ça, il peut transmettre la maladie. Déjà, les vaccins, c'est une obligation. Légalement parlant, c'est une obligation. Bon, il y a certains vaccins qui protègent, qui sont destinés à l'homme pour le protéger principalement, puis à l'animal. Et Donc il y a des vaccins qu'on inocule à l'animal pour protéger surtout l'homme. voilà, des maladies la qui rage, peuvent être, la rage, par exemple, c'est la rage, santé publique en fait, Oui. c'est la santé publique. Mais aussi, elle est mortelle pour l'animal. Exactement. Et il y a aussi des vaccins qui protègent l'animal, surtout qui connaît en bas âge, les premiers mois de vie, tout, il est très sensible, il est très fragile. Ça peut le tuer, ça peut non seulement, comme on dit, la maladie, dès qu'elle peut, voilà, elle peut lui faire très très mal et le tuer par la suite. Quand on parle de rage, on pense plus au chien qu'au chat. Voilà, parce que le chat est très sensible à la rage, il ne vit pas avec très longtemps, bien qu'il la transmet. Il la transmet en mordant ou en griffant. Le chien, il est porteur, il vit avec ça. Où il y a aussi des phases d'agressivité, où il peut être agressif à cause de ça, il y a l'hypersalivation et tout. Donc la vaccination antirabique, elle est obligatoire. Il y a aussi d'autres vaccins qui protègent les animaux pour que ces derniers, bon, vu que l'addiction, c'est une responsabilité, ça fait partie de la famille, donc on se doit de les protéger. L'être humain qui considère, on le vaccine. Voilà, c'est pareil. Donc, on les vaccine pour éviter que ces derniers ne tombent malades et voilà, et on les protège. Il faut en prendre soin, que ce soit les chiens, les chats, on adopte, vous remarquez chez vous en consultation plus de chiens que de chats ou des oiseaux. Qu'est-ce qu'on adopte le plus en général? Alors, qu'il y ait beaucoup plus de chats que de chiens. Voilà, parce que le chien, comme on a dit tout à l'heure, ça demande de l'entretien. Le chat, il est autonome en fait. Il mange, il boit, s'il est stérilisé, il est castré, c'est bon, on peut l'oublier. Voilà, il est là. La responsabilité. La responsabilité est plus... Voilà. En revanche, le chien, il doit sortir tous les jours. Il faut se balader, faire ses besoins en extérieur. Voilà, à l'extérieur. Si c'est un chien on va dire à poil long, le rasage régulièrement, qui met les bichons, les caniches. Oui. Voilà. C'est un entretien et c'est un budget aussi. Voilà. Mais on a vu des gens avec des chats, avec des laisses. On a vu ça. Les chats, c'est plus la cage de transport. Voilà, c'est plus la cage de On transport. les a vus dans la rue maintenant, ça y est. Ça existe, mais Démocratisation. en fait, le chat, c'est un félin, il est libre. Oui. Il est plutôt libre. Le chien, non. Le chien, il se soumet à son maître, il le suit. Justement, il y a une citation qui dit les chiens ont des maîtres et les chats ont du personnel. L'humain du chat, c'est pas le chat de l'homme. C'est L'humain du chat, exactement. On a l'impression, quand on a un chat à la maison, et je parle en connaissance de cause, quand on a un chat à la maison, on a l'impression qu'on est à son service. Exactement. Il a faim, on doit être là pour lui donner à manger. Il miaule, il vient nous chercher pour qu'on lui fasse une chose. Ou quand il ne veut pas de nous, il se met à l'écart et je ne veux réellement pas de toi. Alors il y a aussi les chats, quand par exemple on les emmène chez le veto, parce que bon, les chats détestent aller chez le veto. Oui. Ils doivent boire petit néfa toute l'après-midi. Ils boudent le propriétaire toute l'après-midi, et surtout les chats de race un peu prestigieuses là, ils sont là, le nez en l'air. Ils sont prétentieux. Est-ce que les chats de race sont plus prétentieux que les chats qu'on appelle européens, donc les chats de gouttière? Alors, évitons de généraliser, il y a toujours des exceptions, on est d'accord. Mais en général, oui, ils sont plus prétentieux. Les chats européens, ils sont plus cool, entre guillemets. Pourquoi on revient? Par exemple, les siamois. C'est un chat de race. Voilà. C'est un chat de... Non, pas un chat européen. On va dire que les chats prétentieux, c'est les persans, les angora. Voilà. Les siamois, sont très jaloux, très vifs.
Voilà, les yeux grands, les oreilles pointues, ils écoutent, ils sont sur le qui-vive. Ils sont sur le qui-vive. Voilà, tout le temps, oui. D'ailleurs, du maigrichon. Oui. Les Européens. Les personnes, non, ils sont plus lourds, plus posés. Ils sont plus là pour faire les beaux. Pour faire les beaux, même on va dire الخبز تاعهم تحت لتحت. ماشي كيما le siamois ou le chat européen, c'est voilà, il griffe, il saute, il casse. Le persan, il a son petit caractère, mais justement pour adopter un chat, il faut savoir, il faut connaître un petit peu les races et connaître un petit peu la personnalité. On va dire que chaque race a des caractéristiques bien spécifiques. Ça dépend de l'enfant qu'on a et de ce qu'on veut adopter. Si notre enfant n'est pas du genre à avoir un chat qui est tout le temps en train de courir partout, ou si on veut adopter un chat calme, par exemple une personne âgée aussi qui aimerait peut-être avoir un compagnon chat calme et qui serait plus posé. La différence caractère entre chats et les races, elle n'est pas très significative. On peut s'adapter à tout type. Ça reste un chat, ça reste autonome, on joue avec et on se fait des câlins et tout, puis c'est tout. Ça, c'est plus par rapport au chien. Par exemple, le berger belge malinois, il est très vif. Il a tout le temps besoin de sortir, de courir, de se dépenser. Une personne âgée, on ne va pas lui conseiller un berger belge malinois. Plutôt, on va dire un bulldog. Un bulldog, il est lourd, il est là. Même s'il ne sort pas tous les jours, ce n'est pas grave. Ou là, par exemple, un golden retriever, un labrador. C'est plus pour les chiens que pour les chats. Les chats, non, les chats, on peut s'adapter au changement de caractère. Très bien. Voilà. Et justement, quand on veut adopter un animal de compagnie pour un enfant, il faut bien expliquer qu'un animal de compagnie n'est pas un cadeau qu'on offre. Ah oui, bien sûr. C'est parce que l'animal de compagnie a ses besoins. Oui. Donc il faut s'occuper de lui. Il n'est pas là pour faire un jouet. Voilà, c'est pas un objet de décoration. Exactement. Un être vivant. Donc bien sûr, il faut le nourrir, il faut faire attention, bien sûr, les vaccins. Donc il faut vraiment s'occuper de lui. Donc il faut expliquer à l'enfant que c'est une responsabilité. Une responsabilité. Avant de le ramener, il faut lui expliquer que c'est une responsabilité. C'est vrai qu'au début, il est tout excité et tout. Les premiers jours, il est là, il est attentionné et tout. À un certain moment, il peut lâcher, mais on est juste là pour lui rappeler que voilà, il a sa responsabilité. Et justement, c'est avec ça qu'il est en train d'apprendre, de s'éduquer et voilà, de se développer. D'accord, très bien. Donc on parle des animaux de compagnie. On a parlé de leur santé, qu'il faut les vacciner pour leur bien et pour le bien de l'humain aussi. Mais il y a aussi le côté alimentaire. Alors, ce qu'on voit dans les boutiques entre croquettes, petites friandises et tout ça, on cède ou on ne cède pas. Est-ce que c'est bon pour la santé de l'animal? On parle souvent de la santé de l'humain. On se dit, oui, pas trop de sucreries, pas trop, il faut manger des fruits et des légumes, avoir une alimentation saine. Pour l'animal aussi, il faut avoir une alimentation saine ou plutôt céder pour les croquettes et les petites friandises qu'on trouve sur le marché? Alors moi, ce que je conseille déjà, c'est de faire habituer à l'animal dès son jeune âge la nourriture qu'on fait à la maison. D'accord. Voilà, à base de poulet, à base de viande. Kéchir. Ils adorent. Alors, on va dire, il peut tout manger. Il peut tout manger, mais parce qu'est-ce qu'on voit dans la rue? À des exceptions. Oui, c'est vrai. Non, pâté kéchir. Voilà, sur le terrain. Sur le terrain, moi j'ai vu des chats qui mangent le le croissant. Ce n'est pas impossible. Ça reste aussi qu'il y a des sensibilités individuelles. Il y a le chat qui mange le kéchir, il y a le chat les olives, zitoun. كاين il y a un chat اللي ياكل شويه هكا حاجه. On en connaît un avec Mounia. Il a de l'estomac fragile, donc il commence à faire des gastrites, des vomissements, des diarrhées et tout. Donc on leur fait habituer petit à petit dès son jeune âge à la nourriture de maison. Moi, je dis toujours avec un paquet de croquettes au placard. Au cas où on ne cuisine pas, on fait quelque chose. Le chat n'aime pas, mais il a ses croquettes. Les friandises, généralement, c'est pour éduquer le chat. D'accord. Ou là, pour lui faire plaisir. On l'éduque, c'est-à-dire... Justement, j'allais vous poser, est-ce qu'on peut éduquer un chat? Parce qu'en chien, on sait qu'on peut dresser un chien, mais un chat... Comment que ça se passe? Il faut être rapide et c'est le système punition-récompense. Il y a un certain chat, par exemple, qui ne font pas leurs besoins là où il faut. Oui, derrière la porte ou là. Et c'est bien sûr invivable. Alors, on leur fait peur. Ce qu'on conseille de faire généralement, c'est de prendre une bouteille d'eau vide qui donne les besoins là où il ne faut pas. On la frappe devant lui pour qu'il ait peur. Il faut qu'il associe voilà, le à la bêtise. C'est un ancrage négatif. Voilà. Donc, voilà. Et quand il fait ses besoins là où il faut, on le récompense avec une friandise. Très bien. Nous, c'est sur place. Après, ça. On peut aussi prendre les besoins et les mettre la litière pour qu'il associe ça à ça. Voilà, les friandises, c'est quand on veut lui faire plaisir. Ou là, qui connaît
Moi, je fais ça au cabinet pour voir s'il dabra ou là. S'il prend la friandise, c'est que là, s'il est en voie de rémission. Généralement, quand ils prennent l'animal chez le véto, c'est un stress pour lui, la visite chez le vétérinaire. Donc, je fais des sachets repas, des friandises et tout. Mais après, ça dépend aussi du budget du propriétaire. Si il peut prendre en charge tout le temps les sachets repas et tout, c'est pourquoi pas. Voilà, mais si on habitue par exemple un chat à manger avec nous, par exemple on se fait à manger et puis on lui fait un plat pour lui aussi, une assiette pour lui aussi, s'il s'habitue à ça, on n'a pas besoin d'acheter des croquettes à chaque fois. C'est très bien, c'est très bien. Oui, mais en plus, nous on a tendance à manger équilibré, donc ce qu'on va donner au chat c'est équilibré. Il faut éviter les excès. D'accord. Il faut dire que le tube digestif du chat il est bien plus sensible que celui de l'humain. Le chien beaucoup moins, on va dire. Donc, on évite tout ce qui est excès en oignons, en épices. On est les épices, voilà. Là, tu as les épices. Progressivement. Mais voilà. si on habitue par exemple un chat dès le premier repas à lui donner des croquettes, il mangera difficilement autre chose que des croquettes. Oui, mais ça reste aussi, je vous ai dit, genre les chats, c'est des caractères. Il peut manger toute sa vie la nourriture de maison. Il y a qu'une fois les croquettes, il va bouder la nourriture de maison et prendre les croquettes. C'est des caractères, je vous assure que c'est vraiment des caractères. J'ai noté plusieurs témoignages. Et il y a des aliments aussi à éviter avec les chiens ou avec les chats. Le chocolat. Voilà. Le chocolat. La friandise des humains. Surtout si c'est le chocolat noir et nous on a tendance à du soir du chocolat. Le chat il est là avec le regard de yeux qui brillent, on a tendance à lui donner. On n'a aucune toxicité donc vraiment il faut éviter. Ou là quand on a le tbnad de l'humanaya, à côté, on aura celui du chien. Les croquettes. Voilà, les croquettes, les friandises pour chien et tout. Il y a aussi quelque chose de très important que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut éviter de donner du paracétamol et du doliprane aux chiens et aux chats. Parce que ça les condamne. Voilà. Surtout le chat, ça le condamne directement et c'est mortel. Il y en a certains qui, on va dire, ils ne peuvent pas se mettre en contact avec. Il faut dire que quand on va voir un vétérinaire qui nous donne un médicament, il nous donne une ordonnance et on va en pharmacie pour acheter certains médicaments qui sont aussi compatibles avec les animaux. À ce moment-là, on peut se dire, puisqu'on a des médicaments qui sont compatibles avec les animaux, on peut se dire, il a peut-être attrapé un coup de froid ou j'ai l'impression qu'il a quelque chose, donc je vais lui donner du paracétamol pour faire passer ça. Et justement, c'est pour ça qu'on a cette idée-là en tête. Donc aujourd'hui, on dit que le paracétamol est fatal pour les animaux. Jamais. D'accord. Surtout le chat, ça le condamne. Il n'a pas l'enzyme qui dégrade la molécule. Nous, en tant qu'être humain, on l'a au niveau du foie. Le chat, il l'a pas. Donc le produit, il est là à tourner. Ça esquinte le foie. Il finit par attraper une insuffisance hépatique. Voilà. C'est fatal. Voilà, exactement. Il faut éviter de tomber dans ça. Et justement, quand notre animal quels sont les signes qui nous indiquent qu'il est malade ou qu'on doit aller voir le vétérinaire? Est-ce qu'il y a des rendez-vous précis où on doit aller voir pour la vaccination, d'accord? Voilà, le rendez-vous annuel de l'animal, c'est une fois par an chez le véto. Surtout si ce dernier est adulte, qui compterait, il aura plusieurs rendez-vous. C'est le vétérinaire qui fixe les rendez-vous. Après, il y a une certaine saison. Il y a par exemple automne-hiver, c'est les maladies virales. Il peut choper un petit virus, la grippe. La grippe, oui. Et c'est très fréquent dehors. Maintenant, c'est très fréquent. C'est tous les chats qui sont encombrés, qui toussent, les yeux qui larmoient. Ils ont un traitement antibiotique et corticoïde. Oui, comme pour les humains. C'est remboursé par la sécurité sociale. Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Voilà. Et la période de printemps-été, c'est les maladies parasitaires, les puces, les tiques. Ça ne se transmet pas à l'homme, mais c'est très gênant et peut transmettre d'autres maladies aux chats. Voilà, justement, il faut dire que les poux, c'est les poux, c'est à l'homme. Oui. Et ça ne se transmet pas à l'animal. Les puces, c'est aux chats et chiens, ça ne se transmet pas à l'homme. Donc chez l'animal, c'est des puces et ça ne va pas chez l'homme dans aucun cas. Ça pique et ça part. Ça ne vit pas chez l'homme. D'accord. En fait. Donc on est rassuré si notre chat a des puces. On va pas avoir les puces, mais lui, il est dans la galère. Voilà, il est malade. Les tiques, c'est dangereux, par contre. Les tiques, c'est dangereux. Même les puces, c'est dangereux. Oui, ça les suce, ça. Pour les maladies. Le chat et le chien, pour l'animal. Mais les tiques pour l'homme aussi. Oui. C'est dangereux, ça peut transmettre des maladies. Donc quand il est malade, qu'est-ce qui pourrait nous faire... Premier signe révélateur, c'est qu'il arrête de manger. D'accord. Voilà, il arrête de manger, même si on lui donne son plat préféré, il le sent, puis il tourne la tête. Il est là dans le coin avec un regard figé et il maigrit. Et on voit son comportement, quand c'est notre chat ou notre chien, on voit que son comportement n'est pas habituel. Et souvent, le propriétaire du chat ou du chien ou de l'animal
remarque que cet animal a changé de comportement, qu'il n'est pas comme d'habitude. Dès qu'on a cette petite intuition, on va directement consulter. Voilà, on consulte un vétérinaire. Généralement, on note une hyperthermie. On suit les symptômes qui vont nous orienter vers le diagnostic et le traitement adéquat. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a aussi le facteur psychologique chez le chat. Exactement. Oui. Je confirme. Vous confirmez. Oui. Il peut être triste, il fait le deuil. dépression. Exactement. Ça mange juste pour survivre, mais c'est ça, il est là dans le coin. Et ça peut coïncider, par exemple, avec Un événement, le départ de quelqu'un, la venue de quelqu'un, un déménagement. Ou le fait que décès, son maître soit décède, donc du coup le chat ou le chien va le ressentir, il va déprimer. Ouh là là. Alors l'animal justement, on peut apporter aussi une aide thérapeutique pour des enfants ou des adultes souffrant de troubles mentaux ou d'handicap. C'est vrai que ça a beaucoup d'effets. Justement, on utilise les animaux, que ce soit les chats, les chiens, les chevaux, les tortues, les tortues. Les dauphins, la delphinothérapie aussi. Oui, aussi. Oui. Et l'animal est un lien entre l'homme et bon. Entre l'homme et l'animal, il y a un lien. Mais ce que je vous propose tout de suite, avant de continuer à développer, c'est de suivre un reportage, un sujet de notre collègue Yasmine Belhidja, et on revient tout de suite après. Reportage. Mignon, ce chat et ce chien qu'on a vu sur le reportage. Donc ça fait du bien, déjà rien que de les voir, ça fait du bien, ça apaise. Et puis même, moi je peux témoigner, je vais témoigner un petit peu. J'avais un chat et puis le fait qu'il ronronne déjà, on appelle ça déjà la ronronothérapie, le fait qu'il ronronne, ça m'apaisait beaucoup, ça me faisait du bien rien que de l'avoir et de sentir les vibrations et de les écouter. Ça détend. Oui, exactement. Parce que la ronronothérapie, le ronronnement du chat, c'est des fréquences basses. Donc ça calme. Et en général, le docteur sera d'accord sûrement avec moi, c'est que quand un chat est malade, il ronronne pour s'auto-guérir. D'accord. Surtout s'il fait des fractures et tout, donc il y a une guérison qui se fait plus rapidement quand il ronronne. Et quand une personne est malade, on dit aussi qu'une personne qui a sur ses genoux avec elle un chat qui ronronne, ça aide même à consolider les os, par exemple en cas de fracture, en cas d'ostéoporose. Justement, ils sont en train d'étudier comment utiliser la thérapie du ronronnement du chat pour l'ostéoporose. D'accord. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Exactement. Et aussi, les animaux, on les utilise dans les hôpitaux, c'est la thérapie par médiation animale. C'est-à-dire que quand un animal est un médiateur entre le soignant et le patient, si un patient a du mal à parler, à travers l'animal, il va se débloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien affectif qui se crée avec lui. Et aussi, l'animal ne juge pas. Oui, voilà, surtout ça. Donc, il fait vraiment ce rôle de médiateur.
Et aussi, par exemple, dans les maladies d'Alzheimer, pour faire travailler la mémoire. Et on a remarqué que les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, quand on leur fait une thérapie avec un animal, ils peuvent se souvenir de cette thérapie 15 jours après, ce qui est un exploit. Exactement. Voilà. Aussi, par exemple, aux États-Unis, il y a un hôpital qui a recruté un chien. Oui. Il fait partie du personnel. Du personnel. Oui. Et ce chien, pourquoi? Parce qu'il apporte du bien-être aux travailleurs. Voilà. Aux travailleurs et aux patients aussi. Et aux patients aussi. Oui. Donc il fait partie, il se balade comme ça. Et son dans salaire, les c'est quoi? couloirs C'est et des tout. croquettes? Il est payé en croquettes ou en friandises? Sûrement. Voilà, c'est son besoin. J'ai vu ça Voilà. dans une Oui. série de médecins. D'accord. Voilà. Une fois, ils ont ramené un groupe de chiots pour des enfants malades. Ça leur a fait beaucoup de bien. Ça les a aidés à guérir. Ah, guérir, Ah, oui. ouais. Voilà. C'est vrai que ça fait Ouais. du bien. Il faut dire que Oui. quand on caresse un chien ou un chat, on développe une hormone de bien-être et la cortisol diminue. Donc c'est vraiment thérapeutique. Et ça aide à dormir aussi. Ça aide à dormir aussi, bien sûr, ça calme et tout. Donc on rentre dans ce processus de bien-être. Voilà, c'est conseillé aussi pour le sommeil. Eh ben super, Voilà. pas mal de points positifs, mais je ne sais pas si ces points positifs, les NAC ont aussi ces points positifs-là, les nouveaux animaux, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie maintenant, ce qui est à la mode un peu partout dans le monde, c'est d'avoir les nouveaux animaux de compagnie, c'est un serpent, une mygale, les tortues sont considérées aussi comme nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les Les hamsters. oiseaux de cage. Voilà, Ici donc, en Algérie, c'est plus les oiseaux de cage. Le Oui, perroquet. d'accord. Le perroquet et le chardonneret qui est considéré comme faisant partie du patrimoine Ouais, algérien. Et qui est en voie de Marcané, disparition oui. parce que les gens le mettent en cache. Et voilà, oui, les canaris, Hadouma, c'est les oiseaux de cage. Il y a aussi les hamsters, oui. les cochons d'Inde. À beaucoup plus basse fréquence, les serpents et les caméléons. Et ça Ça, c'est commence des à froids, venir. ils Voilà. sont froids, Ils sont- les serpents. on va dire la culture indienne n'est pas très très répandue. C'est plus les C'est pas oiseaux encore de arrivé chez cage. nous, voilà. Les oiseaux de cage. Et pour les Le ados, ventre- les teenagers, ils aiment plus les hamsters. hamsters. Voilà. Leur prise en charge est beaucoup plus compliquée ou c'est pareil qu'un chat ou un chien? Ça C'est dépend. différent? Ça dépend. Beaucoup moins qu'un chien et qu'un chat, mais c'est le nettoyage régulier qui m'a par exemple les oiseaux de cage et les hamsters. Ceux qui vivent dans des cages, il faut toujours nettoyer, changer la litière, changer là où ils font leurs besoins. Qui m'a par exemple les oiseaux, ils sont très sujets au courant d'air, ce qui est pour nous une brise d'air. Voilà, quand on ouvre la porte, juste pour sortir et tout, ça peut être considéré pour l'oiseau comme un courant d'air et ça peut vraiment le mettre malade. D'accord. À cause de ça. Donc ils sont beaucoup plus fragiles. Ils sont beaucoup plus fragiles à ça par rapport aux autres espèces. Voilà. Oui, par rapport à un chat ou un chien. Un chien, voilà. Et justement, on parle aujourd'hui des animaux de compagnie. Donc si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas en tout cas à nous appeler, à composer le numéro inscrit juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Donc la prise en charge des nouveaux animaux de compagnie, ce qui est considéré comme nouveaux animaux de compagnie n'est pas la même. Ils sont beaucoup plus fragiles. Est-ce qu'ils ont une espérance de vie aussi longue qu'un chat ou un chien? Non, pas du tout. Les oiseaux de cage, ils peuvent vivre jusqu'à 12 ans, 13 ans, jusqu'à 17 ans chez les perroquets et tout. Les tortues, bien plus longtemps, jusqu'à 60 ans. Les hamsters, 2 à 4 ans. D'accord. C'est rapide. Voilà. Oui, c'est très court, 2-4 ans. De 2 à 4 ans, les cochons d'Inde, de 4 ans, 8 ans maximum. Il y en a qui prennent des hérissons et il y en a qui prennent aussi des singes. Moi, je ne conseille pas ça. Bien Ça sûr. reste des animaux sauvages. On a Sauvage, eu déjà voilà. un singe de la famille et bon il était inattrapable. C'est ça, ça reste des animaux Voilà, c'est sauvages, ça. ils ont besoin d'une certaine liberté. Les écureuils, moi j'en ai vu, personnellement je ne conseille pas ça, il faut leur laisser leur liberté. C'est des animaux sauvages. Ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de... Voilà. Ouais, il peut c'est pas pas comme rester le longtemps. chat ou le chien. Mais il y a qui une loi, s'adapte. c'est régi par des lois. On ne peut pas avoir un singe comme ça. Moi, je pense que c'est interdit, oui. Je pense que c'est interdit d'avoir un singe à la maison. Je pense. Après, on sait pas. Mais vous les avez reçus. J'en ai reçu, oui. D'accord. Ils viennent pour quoi? Il faut toujours vacciner contre la rage. Voilà. Voilà. Dans tous les cas, il faut vacciner Voilà, moi, l'animal. j'ai sa petite manie quand je vais à des parcs d'attractions, là où je vois un singe,
Je pose toujours la question, il est vacciné ou pas? On me sort la fiche, oui, il est vacciné parce qu'il est en contact avec des touristes. Oui. Exactement. Voilà, le singe, il joue, il mange, il peut griffer, il peut mordre, on peut pas... Ça veut dire que les animaux, les singes qu'on voit sur les magots. Voilà, justement, les Les magots. magots, c'est très fameux. Oui. Exactement. Les magots, il vaut mieux éviter de les toucher. C'est des caractères. Non, parce que vous parlez de rage, vous parlez de maladie et tout ça, s'ils sont en liberté, en extérieur, donc il vaut mieux éviter de les toucher ou d'être en contact avec eux. Oui. On évite. Il y a des maladies transmissibles de l'animal à l'homme et c'est fatal. Oui. Voilà, c'est fatal. Et il faut toujours avoir le réflexe de se désinfecter la plaie. Si par exemple on a été mort du griffe et où il y a une petite plaie ou là, il faut toujours avoir le réflexe de désinfecter avec de la bétadine, de l'alcool ou de l'eau de javel. Carrément, un peu d'eau de javel au niveau de la plaie. Voilà, après consulter un médecin, voilà, pour tout risque éventuel. Très bien. Et aussi, on n'a pas parlé des chevaux aussi. L'équithérapie. L'équithérapie, justement, c'est en vogue maintenant, le coaching. J'ai un ami qui est coach et qui fait de l'équi-coaching. C'est-à-dire que quand une personne monte le cheval, le coach observe la relation cheval, personne-cheval et cheval, et grâce à ça, il y a des émotions et tout, donc le coach sait comment interpréter ça. Et grâce à ça, il y a une thérapie qui se fait. Il y a aussi, c'est bon pour les autistes. Justement, voilà, il y a beaucoup d'ateliers qui sont comme ça. On comme dit que les chevaux, justement, on peut mentir par exemple à une personne en lui disant oui, je vais très bien, mais on ne peut pas mentir à un cheval parce qu'il le ressent tout de suite. Il le ressent tout de suite. Parce qu'un cheval, quand on le monte, il sait très bien. Par exemple, moi, j'ai fait une expérience, justement, je suis montée à cheval et au début, j'avais très, très peur. Et le cheval ressentait ma peur. Donc, le coach, il m'a d'abord rassurée. Et au moment où je commençais à être rassurée, c'est à ce moment-là que le cheval a commencé à bouger, à être rassuré. Donc il y a vraiment vraiment une fusion entre le cheval et le patient et la personne justement qui est avec le cheval. Ouais. Alors on va passer à la rubrique rêve à naissance, de rêve à la naissance. On a vu une jolie photo d'un cheval et d'un petit enfant. C'est une photo, on dirait un rêve, et on va parler de rêve justement. Ta rubrique qui commence aujourd'hui avec nous. Donc rêve à naissance. Tout d'abord, pourquoi ce titre rêve à naissance? Alors d'abord je vais vous faire rêver. Oui. Voilà. Et tout se passe dans l'imagination. C'est-à-dire que tout ce qu'on conçoit dans notre tête peut se réaliser. Voilà. Donc, c'est du rêve des pensées, des projets qu'on a, jusqu'à la concrétisation. Voilà. Et par rapport à l'hypnose, l'hypnose, c'est une sorte de rêve aussi. Hein. Tout se passe au niveau de l'imagination. C'est pas, on ne dort pas, c'est un rêve éveillé. Voilà. Et justement, on va parler de l'hypnose et expliquer ce qu'est l'hypnothérapie et l'hypnose. D'abord, on voit à la télé les spectacles où on fait manger de l'oignon comme si c'était de la pomme, où on fait faire des choses, caresser par exemple un cafard à une personne qui était phobique, qui ne supportait pas les cafards. Est-ce que c'est la même chose ? Alors, l'hypnose de spectacle, c'est pas du tout comme l'hypnose thérapeutique qu'on fait en cabinet. C'est fait pour impressionner le public. Pour amuser la galerie. Pour amuser la galerie. Donc, tout ce qui est fait sur scène, par exemple, celui maintenant, on les appelle beaucoup plus les fascinateurs. C'est plus des hypnotiseurs. Et ils choisissent les personnes, d'ailleurs ils font des tests d'abord de suggestibilité, et quand ils voient qu'une personne répond facilement, ce sont ces personnes-là qui font monter sur scène. C'est-à-dire c'est des personnes qui s'apprêtent au jeu, voilà, au jeu facilement. Quand on voit par exemple Mesmer. Oui, c'est Mesmer justement. Lui, il est dans le public, il a des centaines de personnes dans le public. Oui, il l'a récupéré avant. Il fait ça, je ne sais pas. Oui, il les sélectionne avant. Oui, ouais. Avant que le spectacle ne se fasse. Il les a recrutés pour préparer avant. une émission, on ne vient pas pas pour faire une émission. Oui, il prépare ça à l'avance. Je pense qu'il prépare ça à l'avance, parce que c'est du spectacle. Oui, aussi. Oui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par exemple, quand il installe une suggestion d'oublier quelque chose sur scène, après, je dis que ça marche. C'est l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire que c'est l'hypnose rapide.
Et ensuite, il réinstalle ce qu'il a oublié, par exemple. Mais s'il ne le réinstalle pas, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger en hypnose. C'est que la personne... C'est un effet éphémère, ça se... Oui, bien sûr. Au bout d'un quart d'heure maximum, la personne retrouve son état faire normal. au fond ce qu'il veut. Hein, oui, mais il y a une complicité quand même. oui. Oui. Okay. La conscience de l'humain fait qu'on peut ne pas faire certaines choses quand on sait que c'est risqué peut-être pour la santé, jamais. pour la vie. Déjà, notre inconscient nous protège. Il nous fait jamais faire quelque chose qui est contre nous. Exactement. C'est un instinct de survie. Et personne ne peut te faire quelque chose qui est contre ta valeur ou contre ta nature. Jamais. Et quelle est la différence avec l'hypnothérapie ? Oui, donc l'hypnothérapie, justement, c'est bien sûr un rapport entre le patient et l'hypnothérapeute. Et bien sûr, c'est pour atteindre des objectifs, pour soigner des dysfonctionnements, que ce soit comportemental ou psychique. Voilà, donc ça a vraiment un effet thérapeutique. Ça fait longtemps ça fait pas longtemps qu'on en entend parler réellement. Ça fait quelques années, on entend parler plus d'hypnothérapie et tout ça. Mais est-ce que ça date de quand justement ? En fait, l'hypnose a toujours existé. Dans toutes les civilisations du monde, elle a toujours existé. Sauf qu'on l'appelle de manière différente. Donc, par exemple, elle existait déjà chez les Sumériens, chez les Égyptiens. On a trouvé justement des papyrus qui montraient que les personnes étaient hypnotisées. Et aussi, par exemple, on utilisait l'hypnose, même par exemple l'hypnose médicale pour, par exemple, dans les siècles derniers, quand il n'y avait pas de chloroforme, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc pour faire des amputations dans les guerres, c'était c'est vraiment revenu thérapeutique. aussi à la mode. J'ai vu pas mal de documentaires qui montraient que des personnes qui ne souhaitaient pas réellement être anesthésiées faisaient appel justement à l'hypnothérapie pour pouvoir subir une intervention sans anesthésie, sans produits chimiques dans la... Alors maintenant, ce qui se fait au niveau des hôpitaux, parce que il faut dire que l'hypnose maintenant est reconnue par l'OMS. Donc elle est introduite aux hôpitaux. Donc au bloc opératoire, il y a l'hypnothérapeute et l'anesthésiste. Donc ensemble, ils règlent la dose. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite dose de produit et beaucoup plus d'hypnose. C'est-à-dire l'hypnothérapeute est en train d'accompagner le patient dans un monde qui lui plaît, dans un monde... Pour le détendre, pour le détendre et le faire oublier la situation dans laquelle il y a cet effet de détente et il y a cet effet... de catalepsie et la douleur on la ressent plus. Alors comme pour l'hypnose de spectacle, est-ce que ça marche pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles de prédisposition, voilà. Est-ce qu'une personne peut faire de l'hypnothérapie et ça marche avec, et une personne qui ne va pas pouvoir faire de l'hypnothérapie parce que ça ne lui parle pas et qui est réticente Comment on les par rapport à reconnaît ça? Alors, est-ce que moi j'ai une prédisposition oui. Alors, l'hypnose ericksonienne, elle marche avec tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde, c'est au thérapeute d'adapter sa façon. C'est-à-dire, si ça ne marche pas d'une manière, ça marchera d'une autre manière. L'hypnose directive, elle est rapide, sauf que ça marche uniquement avec 20% des personnes. Très bien. Donc, on peut commencer, par exemple, avec des personnes avec l'hypnose ericksonienne, et ensuite, parce qu'on s'habitue aussi à rentrer en hypnose. Donc, la personne elle peut être au début résistante, mais une fois qu'elle a expérimenté ça, ensuite, bien sûr que ça sera plus facile, ça sera beaucoup plus facile. Et moi, ça m'arrive, par exemple, d'avoir des patients qui reviennent. Par exemple, je lui dis, maintenant tu as l'habitude de le faire, tu fais comme tu as l'habitude de le faire. Et elle rentre en auto-hypnose et moi je l'accompagne. Très bien. Et est-ce que justement, l'hypnose, on a vu qu'on pouvait manipuler une personne en lui disant de faire ci ou ça, mais est-ce que pour l'hypnose thérapeutique, est-ce qu'on n'a pas peur d'une certaine manipulation aussi? Par exemple est-ce qu'on peut pas, en hypnose, en thérapie justement, est-ce qu'on peut manipuler une personne? Est-ce que la personne n'aura pas peur un peu d'être manipulée quelque part? Est-ce que c'est pas dangereux? C'est ce que je disais. Personne ne peut vous manipuler à votre insu. Personne. C'est-à-dire que
vous savez que vous êtes entre les mains d'un thérapeute qui va vous mener à votre objectif. Donc, il est là juste, il a les outils. Et ce qui se passe justement en hypnose, c'est que le conscient, il reste là. Sauf qu'il est en veille. Il va se mettre en veille pour laisser le conscient passer en avant. L'inconscient, je veux dire. L'inconscient passer en avant, mais il est là, l'inconscient. C'est-à-dire, il est alerte en cas de danger. D'ailleurs, on pose ça au début. En cas de danger, par exemple, s'il y a un feu, tout le monde commence à courir. Même celui qui est sous hypnose, il va commencer à courir avec tout le monde. Le conscient, il est toujours là pour passer à l'action. Passer à l'action. Voilà. Après, justement, après la séance, comment on se sent après une séance d'hypnothérapie? Alors, pendant déjà la séance, il y a une profonde relaxation. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Je ne voulais pas revenir, je voulais rester là-dedans. » Et après, justement, il y a cette sensation de bien-être, qui s'installe. La personne va être plus légère, plus... En général, c'est beaucoup ça. Quand on fait une thérapie profonde, dans les jours à venir, il peut y avoir, par exemple, parce que comme les changements qui se font vont prendre du temps pour s'installer. Donc, il se pourrait que la personne soit un petit peu perturbée, parce qu'on perturbe un petit peu son système intérieur. Donc, il se pourrait qu'il y ait des douleurs qui se réveillent, des émotions, des pleurs. Et c'est positif si ça arrive? Bien sûr, c'est que les choses sont en train de bouger. Voilà. Il faut accueillir ça. D'accord. Juste accueillir ça et se dire que voilà, les choses bougent dans le bon sens. Très bien. Voilà. Et une dernière question, est-ce que ça marche sur les enfants? Ah oui, les enfants sont les meilleurs récepteurs de l'hypnose parce que déjà, un enfant, quand il est en train de jouer, il est en hypnose. D'accord. Et à ce moment-là, quand il est en train de jouer, c'est bien que les personnes adultes leur fassent des suggestions positives. Tu es intelligent, tu es un bon enfant et tout. Et si on leur fait imaginer, par exemple, des suggestions, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, et lui, il est en train de construire, il est en train de jouer. D'ailleurs, moi, en cabinet, je les fais jouer pour changer un comportement, pour, par exemple, pipi au lit, par exemple. L'énurésie. On peut faire de l'hypnothérapie pour de l'énurésie? Oui. Alors, bien sûr, c'est l'enfant qui va trouver sa solution. Oui. Voilà, on lui fait des suggestions, simplement. Tout en jouant, on lui dit par exemple, là il y a un flot d'eau, bon ça c'est une technique, il y a un flot d'eau, comment tu vas faire pour l'arrêter? Et il va se sentir, lui, responsable de pouvoir arrêter ça. D'accord. Et ça va s'installer dans son inconscient. Et ça va s'installer dans son inconscient et bien sûr, ça va s'installer dans les jours à venir. Ah bah pour la prochaine fois, on fera l'expérience avec Samira, je pense. Ah oui, je vous prie. Sur le plateau avec toi, ce serait bien de voir comment que ça se passe justement. La séance, comment ça commence et comment ça prend du temps. Ça dépend des personnes. D'accord. Ok, ça dépend des personnes, mais si la personne elle est en confiance, c'est rapide. Voilà. Très bien. Moi, j'avais juste une remarque. Vous avez dit tout à l'heure, vous recevez des patients, enfin des clients. Des clients plutôt. Et en fait, ils peuvent se mettre en auto-hypnose. Ça veut dire, parce que déjà l'hypnose. On parlera peut-être une prochaine fois de l'auto-hypnose parce que c'est une méthode aussi de s'auto-hypnotiser. Une méthode de s'auto-hypnotiser tout seul. Mais la semaine prochaine, peut-être on en parlera ou la semaine d'après, si c'est possible, si vous êtes d'accord, bien sûr. D'accord. Ok. Et tout de suite, nous passons à la rubrique de Samira Hadjama parce qu'elle va nous parler de Yennayer, de la célébration de Yennayer, juste après, bien sûr, le jingle. Voilà. Alors, Yennayer, c'est demain. D'abord, vite, on va faire vite comme ça, on va gagner du temps. Yennayer, on sait ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire, Yennayer? Non, yen pour un, Ayour, c'est le mois. Donc, le premier mois de l'année. Du calendrier agraire, voilà, donc qui est relatif aux Amazirs. Sinon, il commence le même jour que le Julien, donc de la Rome antique, pas du romantisme, mais aussi c'est pareil, hein, la Rome antique, c'était romantique à l'époque de la Rome antique, voilà. À la différence, il y a 13 jours de différence avec le grégorien. Alors, Rome
julien romantique et grégorien, c'est par rapport au pape. Donc c'est quelque chose qui a été instauré. On a 13 jours, donc en réalité, Yanaïr aussi peut prendre sa racine de Yaniarus, je l'ai mal prononcé, je suis persuadée, Enero en espagnol, et il y avait en arabe Yanaïr. Donc on retrouve la même racine partout. C'est célébré chez nous officiellement depuis le 27 décembre 2017, ou du moins le président a signé le décret. Depuis 2018, janvier 2018, on le célèbre. C'est une fête... on va dire que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus de gastronomie, de tradition et tout, mais en réalité, il y a un travail qui est fait d'année en année, et depuis des années déjà, notamment par le HCA, le Haut Comité à la Mazirité, qui travaille à la pérennisation de la langue, à travailler sur les mécanismes, à son institutionnalisation par rapport au ministère de l'Éducation, donc pour que ça soit enseigné, à créer des colloques comme cette fois-ci, parce qu'il y a tout un programme qui a été réalisé. Ça a commencé hier. Je vais parler surtout celui d'Alger, mais c'est dans plusieurs wilayas, hein. C'est célébré partout. Parce que c'est une origine algérienne. Donc ce sont nos ancêtres et nous les célébrons chaque année. Déjà pour l'année, on va la donner, c'est, on va dire quoi, 1971, non? Vas-y, tu 74. Comment on le sait? Parce que je t'ai expliqué comment on faisait. Oui. Donc, comment on calcule? C'est très simple. On est en 2024. Pour connaître l'année en amazigh, il suffit juste de prendre le point de repère qui a été fait pour fixer la date de Yanaïr, 950. On additionne 2024 avec 950, avant notre ère, hein, avant Jésus-Christ qu'ils disent. Pour avoir l'année en cours, c'est 2974. Très facile. Vous avez dit, ça n'a pas retenu. Voilà, donc sinon, ça célèbre aussi l'accession du roi Sheshnak, donc un roi amazigh, au trône de la 22e dynastie des rois pharaons, donc en Égypte. Il a régné jusqu'à 975 avant notre ère, et donc il a régné, donc ça nous fait un roi pharaon. On en a eu beaucoup, on a eu aussi des Césars romains, des empereurs. Pardon. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait nous depuis des années? Pas que depuis son officialisation en 2017, depuis toujours les familles algériennes célèbrent cette fête, c'est le Nouvel An, comme on célèbre le 31 décembre de chaque année, on célèbre aussi le Nouvel An Muharram musulman, et on fait aussi donc le amazigh. On fait quoi? On fait couscous. Ça dépend, voilà. Chaque région, je pense, mais c'est plus couscous qu'autre chose. Couscous. Et d'ailleurs, la PC d'Alger organise, tout le monde est invité, hein. Tous ceux qui sont à Alger, tous ceux qui habitent à Alger, tous ceux qui sont de passage. Vendredi prochain, je pense qu'on sera le 12, si je me trompe pas. Oui, on sera le 12. Voilà, on sera le 12. À partir de 17h30, Alger, c'est sans voiture. Donc déjà, il faut savoir que vous ne pourrez pas circuler à Alger. C'est une journée sans voiture, et à 17h30, on peut manger s'il ne pleut pas, s'il ne neige pas, s'il n'y a pas de tempête. Même manger sous la pluie, ça fait du bien. Donc la wilaya d'Alger invite les gens à venir manger un couscous. Sinon, au niveau de la wilaya, la nouveauté cette année, c'est quoi? C'est qu'il y a eu le Sor Yanaïr. C'est une espèce de village qui a été conçu. Il y a une grande khaïma, donc Tergui, parce que Amazigh, bien sûr, ce n'est pas que la Kabylie, c'est les gens de la Chaouia, c'est les gens de Tamanrasset, de Djaned, de partout. Il y en a partout en Algérie et en Afrique du Nord, hein, pas que en Algérie, il y en a en Libye, en Tunisie, en Mauritanie, il y en a partout. Donc voilà, il y a le Sour est une forme de village avec deux portes. Il y a la porte Assili et il y a la porte Atlas. Et je retiens pour Atlas qu'un Atlas va être réalisé aussi pour une espèce d'encyclopédie amazigh. C'est très bien, il en manquait. Il y a eu des ateliers, en cours, hein, ça va durer donc, pendant une semaine. Ça a commencé hier, ça dure une semaine. Il y aura des ateliers donc, où on parlera de traduction, donc de l'arabe vers l'amazigh. Il y a aussi des ateliers, il y a des expositions ventes, pain traditionnel, c'est très bon. Voilà, il y aura là-bas ce qu'on appelle 13.
Oui, 13, voilà, avec il y a les enfants, il y a des chants, il y a plein de choses. Allez-y, ça dure la Grande Poste, l'esplanade de la Grande Poste. Même le village. Oui, c'est une conception. Alors le HCA, donc Haut Comité à la Miséricorde, a fait appel à des start-up. Et ils ont basé ça sur le développement durable cette année. J'avais noté, le développement durable. Ah, durable. Ah oui, j'aurais dû le rap. Non, mais elle, le rap. C'est pas notre culture. Mais elle, le rap, je l'ai perdu l'intitulé exact, mais ça revient à la tradition et surtout au développement durable. Oui, ça fait travailler. Exactement, et ça revient bien sûr à un trésor. On n'hésite pas d'y aller vendredi, tu viens? Oui, vendredi, non, je viens pas, je dors. Mais vendredi 17h, donc ça va. Chez moi, couscous à la maison. Il y a ma mère, c'est le meilleur couscous au monde. Voilà. Mais sinon, on fait plein de choses. Merci quand même pour l'information, parce que ça va. Il faut célébrer. C'est très coloré. Alors, il y a les expositions de bijoux, de toute la tradition, de tous les produits du terroir. Zetouzmour, bien sûr, Zetoun. Il y aura sûrement les chats de la Grande Poste seront tous là-bas. Ils vont être actifs. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris. N'hésitez pas à y aller. C'est toute la semaine à Alger, mais c'est célébré dans toutes les wilayas d'Algérie et c'est fait aussi, il y a plein d'animations partout, il faut regarder sur les réseaux, vous allez trouver. Mais Alger Centre, c'est bien. Voilà. Ça sera très très lumineux et coloré. Merci Samira. Merci à vous. pour est-ce que ça me guesse? Exactement. Merci Samira pour ta rubrique Pêle-mêle. Jamila Ben Bouabdallah, merci aussi pour ta rubrique, pour ta participation. Alors, c'est toujours un plaisir. Et docteur Sarah Saïdi, vous êtes vétérinaire, merci aussi pour votre participation. Et puis, ça me casse à vous. À tout le monde, à tous les Algériens. Voilà. Et on se retrouve juste après la petite pause musicale avec la rubrique de Wahida Ouishar. De retour sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie, Wahida Salimchif est avec nous. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah, tranquille. Alhamdulillah. Et c'est la rubrique Ouishar juste après le jingle. Alors oui, Cher, aujourd'hui tu vas nous parler de calligraphie. Exactement, j'ai fait une très belle découverte. Il s'agit de l'artiste et photographe palestinien Bilal Khalid, qui est né en Palestine, exactement à Khan Younis. C'est l'un des artistes les plus connus dans les pays arabes au niveau international. Il faut savoir qu'il a commencé à faire la calligraphie exactement en 2010 à la bande de Gaza. En 2010, c'était très rare de faire du street art, de dessiner sur les murs à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Bilal Khalid? Il a créé un petit groupe. Oui. Donc, il y avait plusieurs artistes en herbe. Donc, il a créé un petit groupe. Voilà, c'était son premier groupe où il s'est mis à décorer un peu les murs de Gaza. Donc, malgré les événements qui étaient en train d'endurer et tout, ils essayaient de véhiculer un message. Ils essayaient d'embellir les belles ruelles de la bande de Gaza. Donc, aussi, il a travaillé en tant que photographe. Depuis 2012 à 2014, vu les attaques qu'il y a eu ces 2 années-là, malheureusement, donc il devait faire reporter, il partageait les photos avec la presse internationale. D'ailleurs, ces photos, elles étaient qualifiées comme les photos les plus émotionnelles et émotives et représentatives de ce qui se passait malheureusement à ce moment-là en Palestine. Malheureusement, 2 années après, on est en train de reparler de la même chose, et voire pire encore. Donc, il faut savoir qu'il a remporté des prix par rapport aux photos qu'il avait l'habitude de partager, donc plusieurs prix au niveau international. Depuis 2013, il participe activement à des événements internationaux. Donc, vous avez vu, tu as vu un peu, Mounia, ça? C'est pas de la calligraphie, on va dire classique. Exactement. Il a son genre, en fait. Voilà, il a son genre, il fait des portraits. Il essaie à chaque fois. La calligraphie arabe, elle est connue. D'ailleurs, tu portes un très joli pendentif que j'ai vu. Voilà, c'est de la calligraphie aussi. C'est de la calligraphie et c'est un pendentif avec de la calligraphie en forme de la Palestine. C'est très beau, très beau. Enfin, c'est une belle pièce. Voilà, je la regarde depuis tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la calligraphie arabe. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des portraits avec des messages qui passent à côté. Par exemple, il peut dessiner le portrait d'une grand-mère qui est un peu triste et il écrit en calligraphie un texte ou une phrase qui illustre la triste situation en Palestine. Donc, il a participé à des expositions au niveau mondial. Il a même réalisé des fresques dans plusieurs pays. Par exemple, il a fait une magnifique fresque en Égypte, au Zimbabwe.
en Malaisie, la Turquie, le Kenya et bien entendu en Palestine. À chaque fois qu'il a l'occasion, il n'hésite pas à le faire. Il faut savoir qu'il explore des nouvelles méthodes. Donc, il utilise en ce moment, avec tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, il utilise aussi d'autres générations, des outils informatisés pour pouvoir réaliser des fresques. Et il est même dans le design intérieur, la mode et le design intérieur. Donc, même à partir de la bande de Gaza, il peut créer des espaces, il peut créer des fresques pour d'autres pays qui se trouvent vraiment à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est très beau. Il peut même participer à des expositions virtuelles, ce qui est extraordinaire. Donc son travail est largement partagé sur tous les médias. Donc vous voyez ici aussi, ça c'est un peu traditionnel avec du contemporain. C'est plutôt une fusion entre deux sortes d'art différents. Il fusionne les deux pour donner une fresque magnifique. Et c'est toujours des messages, il lance des messages. En fait, parfois, quand on voit, si on va bien regarder la fresque qu'on vient de voir, c'est des messages qui racontent la tristesse et le vécu actuel palestinien. Voilà, et il y a de très très belles photos. Il y a un portrait qui m'a vraiment touchée, c'est le portrait d'une mamie. Donc, d'ailleurs, il a remporté un prix avec cette photo-là. C'est très très beau ce qu'il fait. Donc, je vous invite vraiment à aller le découvrir et l'encourager parce qu'il est vraiment connecté. Alors, son nom? Pour pas dire de faute, c'est Bilal Khalid. Alors, Bilal Khalid, sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut le trouver aussi. Oui. Donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour retrouver Bilal Khalid, pour regarder ses œuvres, parce que c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé. Il y a aussi la nouvelle application Red Z. Oui, tu en as parlé lundi, je n'étais pas là. Red Z, je vais te raconter une petite anecdote, Monia. J'ai rencontré une fidèle de ma famille, ma vie, qui m'a dit comment écrire Red Z pour pouvoir la télécharger. Donc, je salue. D'accord, très bien. Merci, Wahida. Merci pour ta rubrique. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Voilà, c'est le week-end pour nous, donc c'est la dernière de la semaine. Merci, Wahida. La semaine prochaine, lundi, à 10h30 en direct sur Canal Algérie. Merci, au revoir.